Bonjour à tous, c'est AT. Suite à de nombreuses demandes, on va étudier ensemble, assez rapidement quand même parce que c'est un jeu qui se veut pas forcément ultra réaliste, Battlefield 3, la mission en F-18 où vous incarnez un WISO, Weapon System Officer, un navigateur officier système d'armes en français. On va le faire en 2 épisodes. Premier épisode, tout ce qui est aller à l'avion, catapultage et combat aérien. Deuxième épisode, qui sortira 24 heures après, Air, Sol et Airborne FAC. Ça vous rappellera un petit peu le tutoriel sur le Closer Support. Allez, c'est parti, jingle. On se retrouve à l'intérieur du George W. Bush dans le golfe Persique. Est-ce que ça ressemble vraiment à ça à l'intérieur d'un bateau américain? Eh bien oui. Alors moi j'ai pas été sur le Bush, j'ai été sur le Truman plusieurs fois, une fois pour ma qualification à l'appontage et 2 fois comme officier de liaison. Les officiers de liaison, qu'on appelle aussi les LNO, Liaison Officer, c'est envoyé par une marine vers une autre marine. Et moi j'ai eu la chance par exemple un jour de faire un exercice, un 2 contre 2 super étendard contre F-18, me reposer sur le Charles de Gaulle et après partir pour une semaine et le nouvel an sur Larry S. Truman. C'était assez sympa avec transfert en Seahawk, le Black Hawk version marine. Toujours est-il, oui, ça ressemble un petit peu à ça, même si c'est peut-être un peu haut de plafond à voir. Néanmoins, les briefings se font en salle de briefing, même chez les Américains. On ne briefe pas comme ça dans le couloir, mais ça c'est pas... Voilà, c'est du détail. We just got raised to alert 1. Plans have changed. We're launching. Alert 1, je pense qu'ils font référence aux différents niveaux d'alerte qu'on peut retrouver dans les films, mais plus au niveau stratégique. Là, ce qu'ils veulent peut-être dire, c'est qu'ils doivent être en alerte sur la catapulte, je pense. Now. Mais ce qui n'est pas cohérent avec We're Launching Now, on y va tout de suite. CAG says we're special today. CAG, c'est le responsable de toute l'entité aérienne. Donc c'est lui qui est chef en fait de tous les avions. Il y a un chef du bateau, il y a un chef de tous les avions. CAG, c'est le chef de tous les avions. La Carrier Air Wing en fait. We're not on station for some Whiskey Delta ground support. Whiskey Delta, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a effectivement des... c'est marrant sur le côté, là on voit attention à votre tête et tout. Il y a effectivement, ça ressemble un peu à ça dans les bateaux américains. Vous aurez le personnel qui va se pousser, hein, c'est presque, ça fait bizarre. Le porte-avions Charles de Gaulle, c'est un peu plus large, c'est un petit peu différent. Et le personnel a moins tendance à se pousser, mais voilà, il ne vous saluerait pas, surtout qu'on normalement ne salue pas sans chapeau, sans rien. Le salut est remplacé par un coup de tête. Mais là, c'est pour le jeu. Dask is going to fill us in airborne, but we are flying a strike mission over Tehran into Mehrabad Airport. Ok, donc ils vont avoir plus d'informations, ils seront mieux briefés en l'air, mais là, ils sont censés aller voler au-dessus de Téhéran, donc c'est un groupe aéronaval qui est dans le golfe Persique. J'ai passé un peu de temps et ils vont partir directement sur Téhéran. On va regarder la carte tout de suite, Téhéran. Voilà, vous voyez, c'est pas très très loin. Donc en termes de temps de vol, ça va pas être quelque chose de très très long et ça risque d'être assez chargé. Beaucoup d'assets, beaucoup d'avions, donc se faire briefer en fréquence comme ça dans un contexte aussi chargé, c'est pas forcément évident. Ok, donc là ils ont l'air de dire qu'ils ont des informations un peu de dernière minute, donc ils peuvent s'attendre à aller sur zone et avoir du targeting un petit peu de dernière minute, ce qui est des choses assez classiques. Après ELINT, par contre, c'est un type de renseignement, ça n'a rien à voir. Là, ils veulent faire croire que c'est quelqu'un ou que c'est un bureau, mais pas du tout. Voilà, donc le pilote qui est sur un chef de bord qui essaie de motiver un peu ses troupes. Dans la marine, même quand on se balade comme ça pour aller aux avions, on met les casques sur la tête, toujours. Voilà à quoi moi je pouvais ressembler. Voilà, on se balade avec ça sur la tête. Et je me suis cogné quelques fois, donc comme je vous disais, c'est un peu moins haut dans la vraie vie. Là c'est vrai, on a le marin qui arrive en face à face, qui du coup a fait une marche arrière pour s'écarter. Ce sera souvent le cas. Quand on va aux avions, c'est le cas. Par contre là, il semblerait que ces sangles qui passent au niveau des jambes ne soient pas accrochées. On n'a pas le droit de sortir avec les sangles non accrochées parce que si vous sortez à l'extérieur, il faut que vous ayez un moyen de flottaison de survie. Et pour nous, c'est notre gilet de combat qui a une Mae West, ce qu'on appelle les Mae West, un gilet de sauvetage. Et il faut pour ça qu'on attache bien notre gilet. On met le casque sur la tête parce qu'après, le casque peut bouger, tout ça. Vous voulez vous assurer qu'il est bien mis, ça vous protège, ça fait une protection anti-bruit. Pour ce qui est de sortir directement comme ça,
Alors déjà, ce qui manque, c'est le passage, signer l'avion, vous discutez avec les techniciens, voir ce qui ne va pas, quelle version de l'avion vous avez. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, là, vous sortez et vous accédez au bateau. Mais là, on voit qu'ils sortent quasi comme s'ils allaient à la plateforme des officiers d'appontage, ce qui n'est pas du tout cohérent. Ils ont failli se faire mouiller. Ok, donc là on voit qu'il y a pas mal de bateaux. Moi, je peux vous faire tous les détails, mais ça ressemble un peu. Il y a différents types de bateaux de guerre. Tous aussi proches du porte-avions, c'est bizarre. Maintenant, le Golfe, c'est pas très grand, donc ça peut peut-être être pour de la gestion d'espace maritime. Mauvaise météo comme ça dans le Golfe, c'est pas courant. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est la responsabilité du bateau aussi d'essayer de se mettre dans des zones où les conditions météo seront optimales pour les opérations. Ah ouais, autant pour moi, il a effectivement bien mis son anti-G. Là, ce qui doit traîner, ça doit sûrement être tout ce qui est des rappels de bras, rappels de jambes. En cas d'éjection, ça vous rappelle les bras, ça vous rappelle les jambes, ça évite que ça parte dans tous les sens. Ok, donc il y a des frappes de missiles en cours. Il semblerait que ça parte vers la gauche. Donc ça veut dire qu'ils seront sur un cap au sud, plus ou moins, cap au sud, parce que Téhéran, du coup, l'Iran sera à gauche. Là, on a le miroir qui n'a pas l'air d'être actif, donc ils sont en phase de catapultage. Là, c'est pas crédible qu'on ait les moteurs allumés. Déflecteur un peu levé. Moi, j'ai jamais pris un avion sur la catapulte. Maintenant, peut-être en cas d'alerte, ça peut, pourquoi pas. On a des bidons d'essence. On n'a pas beaucoup d'armement sous les ailes. Missile Fox 2, c'est du Sidewinder. Ça vient s'accrocher sur une source de chaleur. Ça peut être leurré par des flares, on en verra, c'est des leurres infrarouges. Et ça, c'est du Fox 3, comme on dit, c'est du missile électromagnétique moyenne et longue portée. Et ça, par contre, ça ne peut pas être leurré par des sources de chaleur, ça va être leurré par des paillettes ou par du brouillage. Vous doutez bien que c'est dangereux de garder les verrières ouvertes comme ça quand il y a du vent ou de la tempête, parce qu'il y a des restrictions. Et pour ce qui est de l'échelle, sur Rafale Marine, on a une échelle intégrée, chose que n'a pas l'armée de l'air. Et c'est pour ça, c'est justement pour pouvoir mettre en œuvre depuis le bateau sans se balader avec des échelles qui peuvent prendre le vent. Ok, les avions de chasse qui passent en basse altitude, peu probable, peu crédible, je ne sais pas pourquoi ils passent là. C'est l'espace aérien du bateau, donc s'ils sont en phase de catapultage, ils veulent éviter que ça passe, mais bon, encore une fois, quand c'est la grosse guerre, on est peut-être un peu hors procédure sur certaines choses. Là, on voit un F-18 qui fait une marche arrière. J'aimerais bien savoir comment il fait ça. Pas sympa l'officier américain, pas sympa. Il pourrait dire bonjour au personnel de pont quand même, ou au moins faire un signe de tête. C'est pas évident, il était un peu concentré, mais un minimum de reconnaissance pour le personnel de pont, c'est toujours un plus. Hein, et c'est le minimum vital et relationnel. Ok, donc là c'est leur avion. Il y a leur nom sur l'avion, mais on ne vole pas toujours sur un avion qui a notre nom. Généralement, on vole avec les avions qui sont dispo. Si les mécanos peuvent nous donner nos avions, tant mieux, mais sinon, on est interchangeable et nos avions aussi. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend bien au niveau du bruit qui passe un peu dans sa bulle. C'est effectivement le cas quand vous avez le casque et tout, vous êtes un petit peu dans votre bulle. Ce qui fait que quand on va aux avions ou autres, on va pas beaucoup communiquer avec les mécanos qu'on croise ou autres, tout simplement, en tout cas pour les personnes comme moi qui sont pas super sensibles des oreilles, on a du mal à entendre, tout simplement. Voilà, c'est rigolo, hein. Il y avait les moteurs allumés, mais il n'y a rien d'allumé dedans, donc c'est pas du tout cohérent. Le coup des moteurs allumés, regardez la Deuxième Guerre mondiale, ils faisaient chauffer, les mécanos faisaient chauffer les moteurs pour les décollages sur alerte. Là maintenant avec des avions modernes, c'est pas du tout le cas. Même si ça pourrait être cool d'arriver à l'avion tout près, mais c'est pas nos procédures. On a le décollage du Pedro, de l'hélicoptère de secours en cas de crash au catapultage ou autre qui est là. On a, donc nous on est sur la catapulte la plus arrière gauche, ça c'est une autre catapulte, et là il semblerait qu'il y ait deux autres avions en alerte sur les catapultes avant. Là, on est à l'arrière du bateau. Je sais pas pourquoi il y a un personnel à gauche ici. En tout cas, il ne devrait pas être en jaune, je pense. Ça pourrait être éventuellement notre chef de piste ou notre pistard.
mais tout ce qui est jaune, normalement, ça devrait plutôt être à droite. Mais encore une fois, procédure américaine, c'est un cas spécial. Sur Rafale, on a la verrière qui avance un petit peu pour bien se verrouiller. Là, ce qu'on voit, ce sont les déflecteurs. Les déflecteurs sont refroidis. Il y a de l'eau ou il y a des systèmes qui passent à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un déflecteur de jet. Quand vous mettez plein gaz, vous doutez bien, ici, il y a énormément de gaz qui sortent. Et pour pas que ça aille derrière et que ça abîme des avions qui traînent derrière, d'ailleurs, on voit qu'il y a un missile ici qui traîne, qui a absolument rien à faire ici. Ça vient défléchir, ça vient bouger les jets et ça permet du coup voilà, de faire traîner un missile sur le pont derrière, par exemple. Sinon, ça peut brûler. On a des gabarits de sécurité qui sont différents, que vous fassiez un catapultage avec la post-combustion ou sans la post-combustion, parce que forcément, l'empreinte de chaleur n'est pas du tout la même. Ah, bah non, l'hélico est parti, donc c'est un hélico de liaison, et il n'avait pas à partir normalement. Bon, ils font les checks à deux, c'est quelque chose qu'on ferait dans la ligne. Je n'ai jamais travaillé avec de NOSA, moi je viens d'une communauté de monoplace, super étendard, Rafale Marine, que du monoplace, donc je ne m'avancerai pas. Je crois qu'ils ne sont pas trop travaillés en équipe là-dessus. Néanmoins, on peut imaginer qu'ils fassent des checks à deux, moi ça me choque pas plus que ça. Mais je pense que c'est le pilote qui gère ces checks. Après, le nav a forcément des trucs à faire derrière quand même. Ah, c'est le viseur de casque. On n'en avait pas en France, donc c'est vite fait. Que ça s'allume comme ça, je pense que c'est pas tout à fait réaliste. Intéressant, ça lui marque ses systèmes, même si c'est pas vraiment ses systèmes, mais ça c'est le canon. AIM-9 c'est Sunwinder et du MGU 7A. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre au niveau des écrans? Là, ça reprend un peu la philosophie de la position. ALN, c'est l'heure d'alignement. Ça va vous dire un peu vos bits, ce qu'on appelle les bits de page, tout ça. Là, il vous dit quelle version il est, s'il est bien aligné. Là, c'est ce que vous avez sous les ailes. Bon, là, ils passent au canon. Normalement, on ne fait pas ça sur le pont. Donc là, il vérifie tous les missiles, que tout fonctionne bien. Ok, là je fais une petite pause parce que on voit les missiles qui traînent. Tout à l'heure je voyais des broches. Les broches, c'est les trucs rouges qui traînent. Il y avait des petites broches. J'ai pas réussi à voir si c'était sur les missiles autour ou sur l'avion. Mais les broches de sécurité voulaient qu'elles soient retirées avant de partir. Et par exemple les broches, ça va être le personnel en rouge, les armes, les personnels en charge de l'armement qui s'en occupent. Là on voit qu'il y a donc, du TRACMA, là c'est la tour. Il y a Airbus qui est dans une de ces tours. Et le reste, on voit qu'il y a les avions en attente qui sont pas armés. Alors, on a un thumbs up de la part du WISO. Tout ce qui est procédure de départ, je pense que ça va être fait par la place savant quand même. Alors, le salut. On salue plus doucement et c'est le pilote qui salue pour dire qu'il est prêt, et il est hors de question de saluer ou d'être prêt avec quelqu'un à gauche comme ça. Même lui, il est trop près, il y a des lignes sur lesquelles ils sont censés se placer. Et puis moi, je salue pas, on risque de percuter notre avion en termes de géométrie, c'est un petit peu bizarre. Là. Ok, là on a le camarade, il allume la post-combustion, il part dans la foulée, c'est pas du tout comme ça. Si vous faites un kata PC, on met le moteur plein gaz, on attend que le moteur soit bien, on met la post-combustion, on attend que la post-combustion soit bien établie, là on salue, et après ils vont nous propulser, donc ça va prendre du temps. Vous voulez surtout pas partir en même temps allumer la PC, si elle ne s'allume pas, tous vos chiffres, toute votre énergie, tout votre bilan énergétique va être faussé en sortie de pont, ça peut poser des soucis. Ok, donc notre camarade qui était à gauche a disparu. Lui est peut-être un peu près, mais bon, on va dire que ça va. Notre camarade est devant, a l'air de partir un peu à gauche. Ça tire un peu à gauche à droite, je ferai attention de ne pas survoler les bateaux. Mais généralement, on est ségrégué en termes d'espace aérien, donc là, on est dans la guerre totale. Ouais, ça accélère pas aussi vite en vrai. On a vu notre leader partir à gauche.
Et il ouvre un petit peu et part vers la droite, alors que le leader est parti à gauche. Moi, ça m'inquiète un peu. Là, il renverse. C'est superbe, hein. Moi, je trouve ça superbe. Au niveau de la verrière, c'est effectivement comme ça, c'est très bien rendu parce que les verrières sont un peu abîmées ou elles ont du vécu et ça vous fait effectivement cette forme-là. Donc là, on voit le porte-avions dont on vient de décoller. Il a fait ce qu'on appelle un bout take-off, il est ouvert pour se représenter. Là, on rassemble notre leader, je sais pas comment. Il y a d'autres avions qui catapultent. Euh, alors, dans la vraie vie, ça se rassemble pas comme ça. Ensuite, on mettrait pas deux porte-avions, il y en a un derrière l'autre. Ce porte-avions-là n'a aucune raison d'avoir ses déflecteurs levés. Et ensuite, eh bien, c'était à nous de rassembler le leader, pas l'inverse, et on ne fait pas comme ça. Ça ne va pas aussi vite, ça prend plus de temps à rassemblement. Et là, le sentiment, c'est qu'on est un peu, et c'est volontaire, hein, c'est un jeu vidéo pour vous mettre un peu dans les tours, on est un petit peu, ce qu'on appelle nous, derrière l'avion, on subit un peu les événements, c'est fait exprès pour vous augmenter un peu votre charge de travail. Dans la vraie vie, c'est plus séquencé, et vous avez vraiment ce sentiment d'être en contrôle. Pourquoi? Parce que le jour où comme ça s'accélère beaucoup, vous êtes un peu dans les cordes, mais ça reste gérable. Alors, I have a flight of 2, j'ai un vol de 2 aéronefs. Angels 3, ça veut dire qu'on est, Angels c'est l'altitude, à 3000 pieds, c'est pas le cas, là ils sont à même pas 500 pieds. Et là ça part nord-ouest de votre position. On parlait tout à l'heure cap au sud, donc vers le nord-ouest. Donc nord-ouest, ce sera à l'opposé de là où on veut aller. On veut aller plutôt vers l'est. Hein. L'Iran, c'est vers l'est. Oh là, là ils sont pas passés loin les deux camarades. Typiquement, c'est intéressant. Vous voyez, quand vous êtes en patrouille comme ça, il n'y a absolument aucun moyen de voir arriver les deux avions qui étaient à droite. C'est pour ça que quand on se doute qu'il y a un trafic qui arrive d'un côté, en tant qu'équipier, on vient se mettre du bon côté pour pouvoir regarder notre leader et également surveiller le relèvement dans lequel on s'attend à avoir un trafic. Donc dans un cas comme ça, s'il se doutait avoir du trafic comme ça, le leader aurait pu le faire passer de l'autre côté. Ça permet d'avoir des yeux utiles plutôt que de mourir sans avoir jamais vu arriver la menace alliée ou adverse. Ce qu'on voit là sont les aigrettes, hein. On est dans un environnement qui est très humide et donc ça marque comme ça vraiment au niveau des avions. Alors là, ils viennent d'allumer la post-combustion. Quand on allume la post-combustion, on l'annonce à l'équipier à la radio parce que l'accélération est telle qu'on veut que les deux avions soient synchro. Donc on va dire gate. Si vous dites buster à la radio, ça veut dire mettre plein gaz. Si vous annoncez gate, ça veut dire mets la post-combustion. Sinon, avec le temps d'allumage de la post-combustion, vous créez un écart qui n'est pas vraiment rattrapable. Donc il est important d'aider son équipier à tenir son poste, comme on dit, à rester dans la bonne formation. Le fait là d'être en patrouille serrée, c'est logique. Vous êtes autour du porte-avions, il y a beaucoup de trafic et il fait pas beau. Du coup, vous voulez rester l'un à côté de l'autre pour la traversée de la couche de nuages. Si vous commencez à vous séparer, ça va être compliqué. Et là, vous voulez vraiment partir l'un à côté de l'autre. Après, vous voulez vous séparer pour la tactique, mais là, rester ensemble, c'est beaucoup plus facile. La tenue de position n'est pas très bonne, hein. Normalement, on devrait être beaucoup plus stable. Là, ça bouge beaucoup, c'est mauvais travail de la part du pilote. Quand on rentre dans les nuages à deux, on essaie toujours en tant que leader de rentrer dans les nuages des ailes à plat pour permettre à l'équipier d'avoir une référence des ailes à plat. Si vous rentrez pour la première fois dans les nuages en virage, au niveau des illusions sensorielles, c'est beaucoup plus impactant pour le pilote. Donc on essaie toujours d'en mettre à plat, on rentre dans les nuages et après on peut partir en virage ou autre. Mais c'est de la discipline pour aider son équipier à ne pas avoir d'illusions sensorielles. Là, on voit clairement la tête du pilote devant qui regarde vers la gauche, c'est impossible. Dans un cas comme ça, vous avez le pilote qui regarde vraiment le leader, donc ça explique peut-être pourquoi sa tenue de poste est mauvaise. Là, on veut remonter un petit peu en étagement, être vraiment proche, et dans certains nuages, hein, même à 1,50 m, on perd de vue son leader. Donc c'est vraiment important d'être bien proche, d'être bien serré, et là, on est vraiment concentré à rester en place. Ouais, ça, c'est réaliste, hein. C'est surtout l'été. Dans tout ce qui est gros tower cumulus ou dans certains gros cumulus, vous pouvez être à cette distance-là et perdre de vue, donc c'est pour ça qu'il faut être sur la trajectoire stable, un peu comme des trains lancés, parce que si vous êtes constamment en correction contre correction, que vous perdez de vue une seconde et demie, ça va vous forcer à vous éloigner pour la sécurité, et après c'est vraiment impactant pour la tactique.
Donc là, il est un peu trop loin, il faut qu'il arrête de bouger à gauche à droite, ça me fatigue. Ok, donc là, ils ont un radar contact closing fast. On est exactement comme dans Top Gun. Je vous renvoie vers ma vidéo Top Gun, l'ouverture, le premier dogfight. C'est exactement le même cas. Ils sont en face à face. Et là, ils arrivent à deux. C'est un seul mobile. Ils devraient se séparer de suite pour obliger l'adversaire à choisir et essayer de le prendre en tenaille. J'explique tout ça dans ma vidéo sur Top Gun. En termes de règles d'engagement, ils n'ont peut-être pas le droit d'attaquer pour l'instant. Là, ils tallient tout, c'est-à-dire qu'ils ont visuel de deux adversaires. Visual, vous avez visuel d'un ami. Tally, vous avez visuel d'un adversaire. No IFF turn back. IFF, c'est un système d'interrogation, friend or foe, qui vient vous permettre de savoir si c'est un ami ou un ennemi grâce à des codes et des cryptages. Donc, dès qu'on a un radar contact, on interroge IFF pour savoir tout de suite si c'est un avion de la coalition ou pas. Si c'est pas un avion de la coalition, ça veut pas dire que c'est un méchant, mais ça veut dire qu'il est déjà dans un critère un peu plus... on va faire plus attention, j'ai envie de dire. Là, dans un cas comme ça permet de faire monter ce qu'on appelle la classification, qui peut éventuellement vous amener à l'autorisation d'engager. Deux avions, offensifs sur vous et le groupe aérien, en rapprochement au-dessus de telle vitesse, qui vous accroche radar, boum boum boum, ça peut peut-être vous donner le droit d'engager le feu avant le croisement. Ou alors, si vous n'avez pas cette autorisation, il faut attendre qu'ils ouvrent le feu. Mais là, après, il faut être prêt à répondre de suite. Et c'est pas en restant l'un à côté de l'autre comme ça que vous allez pouvoir manœuvrer rapidement et avoir un time to kill, TTK, un temps pour neutraliser la menace qui soit court. Donc là, ils sont dans une mauvaise formation pour un merge, pour un croisement face à face. Donc d'un point de vue tactique, là, c'est pas bon les gars. C'est joli, mais c'est pas bon. Et là, boum, ils se font tirer dessus. On voit d'ailleurs que le leader, enfin que le pilote, il regardait un peu à gauche parce qu'il est obligé de tenir un peu sa position. Et là, ils se font tirer dessus par une passe à donne. Donc à partir de là, on passe normalement en self-defense. On a le droit de faire une réaction immédiate et proportionnée. Donc le WISO, c'est son devoir vraiment là d'allumer les systèmes d'armes dans le jeu. Hein, c'est lui qui est censé le faire. Dans la vraie vie, le pilote normalement devrait le faire et devrait même être en train de répondre. Voilà. On voit arriver les deux avions qui croisent très très près. Temps de paix, on essaie de garder des bulles de sécurité de 300 mètres et on évite les tirs canons face avant. Temps de guerre, je trouve ça assez réaliste, ils sont attaqués directement. Ce qui est moins réaliste, c'est que normalement, plutôt que d'attaquer canon, l'adversaire qui est très offensif aurait dû tirer des missiles d'entrée de jeu. Ok, donc là ça croise très proche. Encore une erreur de la part de notre équipe de F-18. On voit qu'ils s'inclinent tous les deux. Dans un cas comme ça, on se sépare, clairement, hein, pour venir gêner les adversaires et être plus dur à targeter. Donc non, il faudrait se séparer et plutôt que de dire les insulter, on va faire de la bonne tactique et bien piloter les avions. Parce que là, il se met sur la tranche et il fait rien en fait, notre pilote. Alors là, il parle de bandits, mais ce serait même, c'est des hostiles. Donc hostile, aux États-Unis, tu as le droit d'engager directement. Bandit, tu n'as pas le droit, donc c'est peut-être pour ça qu'ils disent bandits. Ils ont peut-être des règles d'engagement qu'on ne connaît pas. Engage, oui, donc break left, break, c'est cette action de tourner de manière violente. Là, on revoit nos deux adversaires. Donc, vous voyez, c'est super facile de les voir parce que nos adversaires nous ont facilité le travail en restant l'un proche de l'autre. En restant l'un à côté de l'autre, ils sont dans le même espace. Donc, ils sont deux, mais il pourrait y en avoir un là et un complètement de l'autre côté et on aurait du mal à le voir. Et si on ne le voit pas, on ne peut pas bien manœuvrer pour l'abattre. Là, ils font une grosse erreur qui est de rester ensemble et nous, on fait la même erreur. On devrait pas, on devrait se séparer, comme ça, ils arrivent à en voir un, mais ils ne voient pas celui qui arrive à manœuvrer et se placer en bonne position pour les shooter. C'est niveau 6e pilote de chasse. Là, c'est bien parce qu'en fait, les MiG ont mal manœuvré, ils ont remis un peu les ailes à plat, et par contre, on voit qu'on est dans un ciel chargé, eh bien, les nuages, c'est super pour se cacher, hein, même avec des avions modernes. Pourquoi? Parce que pour des missiles infrarouges, pour de la portée visuelle, tout ça, vous allez pouvoir vous cacher dedans, vous allez pouvoir gêner votre adversaire, forcer une perte de visuel grâce aux nuages. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, même si temps de paix, on ne peut pas trop pour des raisons de sécurité. Alors là, notre leader, il vient de faire un tonneau. Je pense qu'il a vu les Chevaliers du Ciel, le fameux John Derry-Roll. Hein, j'ai reçu pas mal de mails sur le John Derry-Roll. Le John Derry-Roll qu'ils expliquent comme hop, tu fais ça. Alors attends, tu dis que tu veux partir à droite, mais tu fais semblant de partir à gauche pour au final, tada, partir à droite. Ouais, ça sert à rien. Vous voyez, il a fait un tonneau, ça sert strictement à rien. Ne faites pas ça dans War Thunder ou DCS, s'il vous plaît. Ça sert à rien.
Ok, donc là, en plus, pour nous aider à bien trouver le visuel, on voit qu'il tire des flares, ces fameux leurres infrarouges. Vous entendrez good flares, bon flares, plus tard en comms. C'est quelque chose qu'on utilise en temps de paix pour, par exemple, si j'annonce que je tire un missile et que la personne m'annonce un flare, ben, je lui réponds good flares au sens où tu as empêché mon missile de faire but temps de paix. Donc c'est de la phraséologie temps de paix en fait, good flares. VID, c'est Visual Identification. Là, il se rajoute des règles d'engagement. En fait, là, ça se comporte un petit peu comme si c'était pas fait tirer initialement. Si c'était pas fait tirer initialement, on serait un petit peu dans cet esprit-là. Le fait que l'adversaire a ouvert le feu initialement, normalement, là, il n'y a pas à discuter. L'ouverture du feu est autorisée. Alors, c'est la fête du tonneau. Hein. C'est vrai que c'est sympa de faire des tonneaux, mais en meeting. Donc là, notre adversaire a très mal manœuvré. Ok, là il nous fait le fameux Cobra hein, dont tout le monde parle. Super, j'ai envie de dire c'est bien, tu fais un Cobra. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il fait un Cobra, il casse toute son énergie et maintenant il va se retrouver à une vitesse très faible. Nous, ce qu'on veut faire, c'est on sait qu'avec sa vitesse faible, quand il a fini son Cobra, il pourra plus lever le nez, il manquera d'autorité, il manquera d'énergie. Donc quand on a un avion comme ça qui nous fait un Cobra, ben là dans ce cas-là, on veut s'écarter de son nez, mais on veut grimper pour pouvoir aller dans une sphère en gros où il n'aura pas l'autorité pour venir nous pointer. On veut surtout pas rester dans le plan ou surtout pas descendre, on veut venir utiliser l'énergie que nous on a gardée, qu'on n'a pas dégradée lors de ce Cobra, pour pouvoir se placer de manière offensive sur lui. Donc là il s'arrête, nous on devrait déjà être en train de manœuvrer à ce moment-là. Là moi je vois un Cobra, là je fais paf, 30 degrés gauche, les ailes à plat, boum je monte. On garde bien le visuel et là on se retourne et on vient l'éclater. Parce que lui là il est gentil, mais en fait là nous on a continué tout droit comme si on était surpris, mais il n'y a aucune raison, on devrait déjà être en évolution et lui se retrouve avec plus d'énergie et nous là on lui tombe dessus. Là normalement il a moins d'énergie que ça, il ne peut pas nous suivre comme ça. Là on se retrouve avec un adversaire derrière nous et on est assez haut, on va pas juste faire un virage sympa, on va descendre de manière très agressive, on va lui fermer la porte comme on dit, on va l'empêcher de nous aligner. Mais non, aujourd'hui on se balade gentiment. Donc là on a le pilote qui demande au navigateur où est l'adversaire, comme s'il ne pouvait pas se retourner. Là clairement ce qu'on veut en tant que pilote c'est garder le visuel de l'adversaire et max performer, bouger son avion de la meilleure manière possible pour gêner l'adversaire. Alors pour ce qui est de se retourner, on a une vue parfaite sur l'arrière, vous, vous doutez bien que c'est version jeu vidéo, mais on a souvent des handles, des accroches sur le côté, et ça vous permet, par exemple, vous avancez au niveau du harnais, vous mettez comme ça, et vous pouvez vraiment vous retourner de manière assez efficace. Voilà. Donc on ne peut pas se retourner à fond, mais on peut quand même bien se retourner, même si c'est pas super agréable, mais le navigateur, lui, c'est un peu son travail quand même. Voilà, donc là on fait de très mauvaise défense. Là, il aurait dû nous découper au canon il y a un bout de temps, mais bon, c'est pas grave. On voit qu'il y a d'autres aéronefs. Hein. C'est pas parce que vous êtes engagé avec un avion qu'il faut perdre ce qu'on appelle la SL, la Situation Awareness, sur le reste du combat. Alors que vous êtes en train de bouger, ça se trouve, il y a un tir d'opportunité possible, et il faut tirer. Où est notre leader, et est-ce qu'on peut l'aider, et surtout, est-ce qu'il y a d'autres avions qui arrivent. On a vu qu'il y a beaucoup de F-18 en vol, peut-être qu'on peut appeler des copains pour nous aider, peut-être que l'avion qui nous suit peut se faire abattre par un copain qui arrive. Voilà, on n'est pas tout seul, c'est un combat, et tout le monde peut tirer sur tout le monde. Hein. Alors là, il est sympa, il arrête de nous suivre, notre camarade. Et il vient nous laisser passer offensif. Il n'y a aucune raison pour laquelle il fasse ça, mais là, il se suicide. Voilà, on a enfin le droit d'ouvrir le feu. Sympa, là on se réveille. Alors le cache, je pense pas du tout que ça ressemble à ça. Là, ce que ça veut simuler, c'est un accrochage infrarouge. Sur les ronds, c'est un accrochage infrarouge. Donc pour se prémunir de ça, on voit là, il y a marqué Heat Seekers. You get tone. Le tone, c'est l'accrochage, c'est le pilote qui tire. Là, au niveau de notre visu, qu'est-ce qu'on aurait? Peut-être de la vitesse, le cap. On serait sur un cap 80. Tout ça, c'est du fictif, mais l'idée, encore une fois, est là. Moi, je trouve ça assez sympa.
Le 02, je pense que ça serait le G. DG, FT, c'est pour Dogfight. On a une incohérence au niveau des trucs, mais bon, c'est pas bien grave. Il y a la lock partout, il nous dit qu'il est accroché. Bon, bah, ouais, parfait. Splash One, c'est j'en ai détruit un. Alors oui, ça vous donne un peu la nausée, que ça bouge dans tous les sens. Imaginez en vrai, avec les facteurs de charge et tout, on bouge énormément la tête, on est très nerveux dans ces cas-là. On a vu sur la droite, on a vu la flotte. Il semblerait que c'était porte-avions qui étaient très proches. Peu probable, hein. Si vous faites des opérations comme ça, vous allez garder vos porte-avions quand même un peu en retrait. Vous allez garder un peu de marge. Donc là, il semblerait qu'on ait notre leader, ou en tout cas un allié, qui est poursuivi par 2 avions. Lui, clairement, ne nous a pas vu, a fait ce qu'on appelle la blind lead turn. Il nous a caché dans son virage, il ne nous a pas vu arriver. Et ben, la punition est immédiate. De l'autre côté, on voit d'autres avions qui se courent après, peut-être un allié suivi par un ennemi. Donc ça va très vite, il faut vraiment garder la tête très agile, regarder ce qui se passe. En plus, on a la liaison 16 qui peut nous aider. Sur les avions modernes, c'est avec les avions radars et les bateaux, ça nous envoie une situation un peu de ce qui se passe. Mais dans un espace aérien aussi contraint, en combat à vue, c'est pas très très utile, faut être franc. On dit pas Fox 2 Cent, on dit Fox 2 et on donne la position de l'avion sur lequel on tire. Mais Fox 2, c'est un missile infrarouge. Voilà, donc là, faire un tonneau comme ça sert absolument à rien. Il faut choisir un côté et il faut tirer sur le manche et y aller. Là, il fait des tonneaux en avançant. C'est le meilleur moyen d'avoir l'ennemi qui passe offensif. Là, je sais pas pourquoi ça passe rouge. Oui, avec des missiles comme l'AIM-9X, hein, la nouvelle version, vous pouvez tirer très déporté. Le missile va pouvoir vraiment sortir et vraiment tourner. Et il faut s'en méfier quand on attaque des avions américains comme ça. Mais encore une fois, ce truc qui est intéressant, c'est que dès qu'on a un adversaire qui manœuvre bien et qui prend l'avantage, on voit que notre pilote l'a perdu de vue. Lose sight, lose the fight. À partir du moment où vous perdez de vue l'adversaire, il vous massacre. Voilà, donc ils font encore des super erreurs, nos ennemis, tant mieux. Après, il y a une limite courte hein, au niveau des missiles. Vous voyez, là, il était très proche. Si vous tirez trop près, ça marche pas forcément. Après, on va essayer d'aider le missile, soit en mettant le nez de l'avion, en anticipant légèrement devant l'adversaire, de manière à aider votre missile en sortie de rail à atteindre sa cible. Voilà, super, ça se passe bien. Bon, on n'a plus de missile sous les ailes depuis longtemps. Hein. Encore une fois, c'est un jeu vidéo, on est là pour s'amuser, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, on a encore tous nos missiles sous les ailes, et je vous parle pas de jeux comme Ace Combat ou autre. Mais ce qui est important, c'est de penser à... Tiens, là, on voit la flotte, là. On dirait que c'est la flotte. Pensez à si vous aviez que 6 missiles. En Rafale, on a 4 missiles EM et on a 2 missiles infrarouges. On va en garder un souvent ou 2 pour l'autoprotection. Du coup, eh ben, vous avez peut-être que 4 missiles à tirer sur une heure de vol en RR. Ça veut dire que si vous devez défendre un espace aérien, il y a une vraie gestion et une vraie prise de décision à chaque fois que vous allez vous dire là je tire un missile. Parce qu'on n'en a pas tant que ça. Les avions russes en ont plus. Nouvelle version du F-15, ça va être la fête. Mais on n'a jamais assez de missiles, il faut faire très attention à ça. Alors lui, il mérite des claques. C'est pas comme ça qu'on rassemble, surtout après une mission de guerre. En tout cas dans la Navy. Alors, bon, tout va bien. On a notre navigateur officier système d'armes qui voit arriver une menace dans nos 6 heures. Et là, je sais pas ce qu'il fait. Attendons de se faire abattre. À moi je pense que ma théorie, c'est que le navigateur a pas aimé le rassemblement du leader et du coup ne dit rien pour qu'il se fasse abattre. Mais ça m'étonnerait quand même. Là pour le coup, le break est pas mal. Ça incline, ça descend. C'est plus à ça que ça ressemble dans la vraie vie, effectivement, un break. Pourquoi vers la droite? Parce que ça permet de garder le visuel de l'adversaire. Donc là, c'est une manœuvre assez cohérente. Même s'il aurait dû être effectué beaucoup plus tôt dès qu'on a vu arriver l'adversaire. Ça aurait dû être quelque chose genre hostile 6 o'clock, break right, flares, parce que vraiment tu vois arriver une menace.
On dit pas I'm defending, on dit I'm defensive, au sens où je suis défensif. Maintenant là, il a perdu son leader, c'est une patrouille de 2, je vois pas trop à qui il parle à part le contrôle. Donc arrête de raconter ta vie et concentre-toi. Tu peux dire un message, mais après demande des renforts, mais concentre-toi vraiment sur le pilotage. Il rentre dans les nuages, ça c'est malin. Et voilà, encore une fois, on y va en tonneau, alors que non, on veut plus bouger l'avion. Là, on devrait se faire tirer depuis longtemps. Plus ils sont 2, voilà. Bon, bah, voilà, ce qui devait arriver arriva. Et maintenant qu'il est tout... Là, il tire un peu plus, là, il se bat un peu mieux, là. Mais encore une fois, on a de l'altitude. Il peut utiliser l'altitude, il peut descendre. Hein. Là, les adversaires sont en patrouille sur nous, ils nous regardent, ils pourraient nous tirer canon depuis longtemps. Il renverse son sens de virage. C'est pas logique. Moi, je sais pas comment l'adversaire se retrouve devant, mais tant mieux pour nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que un F-18 américain a tiré sur un avion de conception russe en Syrie. Ils ont tiré un IM-9X, donc là l'infrarouge qu'on utilise aujourd'hui, et il a été leurré, il n'a pas fait but à cause de l'heure, et derrière ils ont dû tirer un IM-120. Donc un missile n'est pas magique, magique c'est missile infrarouge français. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le PK, la probabilité de tuer avec un missile n'est pas de 100%, elle est même plutôt assez faible. Du coup, c'est pour ça qu'on essaye de donner un maximum de chance à nos missiles quand on les tire. Et si l'adversaire leurre, on va plutôt attendre avant de tirer pour augmenter nos chances de réussite du missile. Encore une fois, on n'en a pas beaucoup. Là, il n'y avait pas de leurre, il n'était pas très dépointé, mais là, ça y va. Donc même quand vous jouez, donnez des chances à vos missiles, vous faites que vous rendez service, placez-vous bien, stabilisez bien la trajectoire, attendez que l'adversaire arrête de leurrer, regardez la vidéo arrière contre super étendard, ça m'avait beaucoup gêné les leurres du arrière, et aidez votre missile à vous aider. Il a du mal à faire des... On n'a pas vu de barrique, vraiment ce qu'on veut, c'est faire des rollers. Donc là, en fait, il faudrait lever le nez, de mettre du tonneau et venir faire une sorte de grande barrique, ce qu'on appelle un roller, pour se placer de manière offensive. C'est assez basique, le type de pilotage qu'ils font. Là, on est clairement dans des... On devrait passer canon. Il n'y a pas besoin de tourner autour et de me gâcher des missiles. Là, il faut passer canon et l'abattre au canon. On est en bonne position pour l'abattre canon. Et ben voilà, merveilleux. On s'est débarrassé de la chasse adverse, il semblerait. On voit pas mal d'autres avions dans le ciel. Moi, je ferai attention de qui est qui. Et également pas se rentrer dedans. Et là, un petit coup de checklist, un petit coup de reconstruire sa situation awareness, comprendre qui est qui fait quoi, qui est où. Et là, surtout, très important aussi, c'est le pétrole. Voilà, maintenant, ils vont en strike formation. Donc là, ils vont rallier les A10. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une mission de sweep. Ils sont rentrés en premier avec les missiles RR. Ils ont nettoyé la menace adverse pour permettre aux avions, au MUD, comme on dit. Le MUD, c'est la boue. Aux avions d'attaque au sol de pouvoir pénétrer dans le territoire. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils reforment, ils rejoignent les MUD. C'est quelque chose que tu peux faire, oui, qu'on faisait souvent. Attention, quand tu rejoins des MUD, tu as tendance à leur dire hey, les gars, j'arrive, pour éviter de te prendre un missile, parce qu'ils ont également des missiles infrarouges. Donc tu veux les prévenir par où tu arrives. Là, ce qu'on a vu, c'était donc mise en route, catapultage, la partie RR. On va arrêter là, on va reprendre demain, je pense, hein, pour la partie Air to Ground. Moi, je trouve ça génial parce que l'objectif, c'est de vous augmenter au maximum votre charge de travail pour essayer de vous mettre un peu derrière l'avion, dans les cordes, comme on dit en boxe, ou vous faire subir vraiment les événements. Et je trouve que pour ça, le gameplay est vraiment exceptionnel et vraiment sympa. Forcément, ils sont obligés de prendre des raccourcis d'un point de vue réel, mais
je vais être honnête avec vous, si on devait faire ça de manière réaliste, ça serait pas marrant. On passerait des heures à faire une préparation de mission, à tout préparer, on passerait déjà 10 ans à vous former. Donc là, ce qu'on recherche, c'est du gameplay, c'est des choses qui bougent. Je trouve que c'est assez bien rendu, moi je suis assez fan de ce jeu. Le point que je trouve un peu dommageable, c'est qu'ils ont utilisé le coup du on va mettre le joueur à la place du Noza et donner un faux rôle au Noza pour rendre le tout crédible. Encore une fois, ça s'explique au niveau du gameplay. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Demain, on regarde toute la partie airsoft parce que c'est vachement intéressant. Si vous voulez regarder mes vidéos sur le casque Closer Support qui traînent là, sur la chaîne, n'hésitez pas, ça vous permettra de mieux comprendre et comme ça on pourra aller un peu plus dans le détail. Allez, à très vite, bonne soirée et fly safe.